Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais Marvel House a encore frappé. NANI? Ils ont bloqué ma vidéo sur la review de l'épisode 19 de Tokyo Ghoul. Heureusement, je n'ai pas eu de strike. Mais voilà, Marvel House a encore bloqué une de mes vidéos pour des raisons de droit d'auteur. Donc, j'espère que vous comprenez que pour la review de l'épisode 23 de Tokyo Ghoul, je ne mettrai aucune image de l'épisode pour éviter une réclamation des droits d'auteur et donc peut-être un strike. Du coup, peut-être que la vidéo sera plus fade, moins intéressante à regarder, mais elle sera toujours aussi intéressante à écouter. De plus, le montage sera beaucoup plus rapide, donc vous aurez la review plus rapidement. Est-ce que dans cette review, on va dépasser les 10 000 vues en seulement 3 jours, comme la review de l'épisode 19 de Tokyo Ghoul? Dans tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes toujours là pour regarder mes vidéos et pour moi. Donc, je vous remercie. Place à la review de l'épisode 23 de Tokyo Ghoul. Là, on rentre dans la phase finale de Tokyo Ghoul. J'aime pas trop cette partie-là du manga, car à cause du stress et de la pression, l'auteur, Sui Ishida, a dû précipiter la fin de son œuvre. À la fin, on ressentait un rush dans le manga. Par contre, l'adaptation animée, ils s'en foutent. Ils continuent à adapter au moins 10 chapitres, ce qui donne un truc ni queue ni tête. C'est encore plus rushé et en plus, il n'y a pas de mise en scène. Le manque de mise en scène est hallucinant. Il te balance un truc comme ça, puis 2 minutes plus tard, il te le résout. Donc ça sert à rien, c'est ennuyeux et t'as pas de hype, c'est complètement vide. Bref, cet épisode commence par la menace que dégage le dragon. Dans 12 heures minimum, le dragon se réveillera et les Tokyoïdes deviendront tous des ghouls. Avant que cela arrive, il faut détruire le deuxième noyau, Liz. Oui, parce que en fait, le dragon a deux noyaux, Kaneki et Liz. Kaneki devait servir de sacrifice pour Liz. C'est pour ça que quand Toka le déterre, enfin en tout cas dans le manga, il est dans un sale état. Il a un énorme trou dans le torse, il n'a pas de jambes ni de bras, il a que de la chair sauf sa tête. C'est après son attaque face à ces monstres qu'il s'est régénéré. Sauf que dans l'anime, on ne voit pas cette évolution. Pourquoi? Parce qu'ils ont la flemme de faire un nouveau chara-design de Kaneki qui ne durera que quelques minutes à cause du rush. C'est comme Kaneki Reborn. Dans les commentaires, quand je mets les images du manga, certains me disent pourquoi Kaneki a des écailles dans les bras. C'est pas des écailles, c'est son kagune. Face à Arima, il a perdu ses bras, ses jambes et un bout de son ventre. Donc du coup, il les remplace par son kagune qui lui sert de prothèse. Dans l'anime, Kaneki Reborn a ses mains, ses jambes et son ventre. Car ils ont la flemme de refaire un chara-design pour Kaneki. Ils ont juste pris Sasaki ou la faucheuse noire, ils ont teint les cheveux en blanc, puis c'est bon, vous avez Kaneki Reborn. C'est triste, mais bon, c'est vraiment ça l'anime. Bref, revenons à l'anime. Kaneki se porte volontaire pour trouver Liz car le poison n'a aucun effet sur lui et Hayato l'accompagne car lui il est le seul à connaître le chemin. Quant aux autres, les inspecteurs du CCG et les ghouls, ils vont s'allier pour combattre un ennemi en commun, les V. L'alliance Ghoul et CCG font face aux V. Dans l'anime, on voit directement qu'ils réussissent à prendre l'avantage. Dans le manga, c'est plus du 50-50. Faut pas oublier que les V sont des agents très puissants. Ce qui fera la différence, c'est la stratégie que mènera Hide et Marude contre les V et la chouette. Oui, parce que la chouette Born, celle qui était longtemps considérée comme le roi Born, fait partie des V maintenant. Elle est devenue un atout majeur, car dès son apparition, les V ont largement pris l'avantage. On constate qu'elle a apparu grâce à une flûte, donc quelqu'un la contrôle cette chouette surpuissante. Puis grâce à Marude, les inspecteurs avec les Kink et les deux inspecteurs spéciaux, Suzuya et Morgan, envoient une attaque du turfu sur la chouette, vers son point faible, sa tête. On voit une personne décapitée qui a une croix au lieu d'une tête. Dans le manga, on avait hésité entre Eto et Hairyu, car à un moment donné dans le manga, Furuta montre la tête décapitée de Hairyu à Koori Oi. Dans l'anime, on a direct cramé que c'était Eto. En plus dans l'anime, quand on voit la croix, je trouve que l'animation rend la scène très enfantin. Dans le manga, quand on voit Eto en fin de chapitre, c'était assez terrifiant. Surtout qu'en bas, on voyait Kaiko qui remettait son visage en place. Oui, parce que Yusa Arima a tranché le visage de Kaiko. L'anime s'arrête au combat Kaiko vs Hirako, alors que dans le manga, Kaiko affronte Hirako, Yusa Arima et Takeyomi Kuruiwa. Bref, avec la croix, on a direct compris que Donatopor pourra contrôler Eto, et donc la chouette Born. La croix lui sert de récepteur. C'est là où Hide a eu une brillante idée. Grâce au bruit de la flûte, il sait que quelqu'un contrôle la chouette. Il demande aux ghouls sensoriels tels que Hinami de retrouver celui qui contrôle la chouette.
Elle a réussi à trouver les clowns et c'est bien Donato qui contrôle la chouette. Et c'est là où on insiste à l'un des meilleurs combats. Enfin, ça devait être l'un des meilleurs combats. Donato Porpora contre Kotaro Hamon et Renji Yomo contre Uta. Alors, déjà j'ai été plutôt déçu de ce combat dans le manga, ce n'était pas un combat digne de ce nom. Mais alors, dans l'anime c'est encore pire, c'était trop ennuyant. Avant de continuer sur ça, on va parler de Kaneki et d'Hayato. Ces deux-là se dirigent vers le second noyau Lise. Très vite, tout ne se passe pas comme prévu. Nous voyons beaucoup d'enfants de l'oviducte dans ces œufs qui se réveillent. Dans l'anime, je crois que ce sont les mêmes monstres qu'on retrouve à la surface quand ils ont affronté les inspecteurs. Dans le manga, ces monstres que font face Kaneki et Hayato sont différents des monstres qu'on avait vus précédemment. Ils sont plus féroces et plus dangereux, et surtout très nombreux. Kaneki part devant seul retrouver le deuxième noyau Lise. Quant à Hayato, il gagne du temps pour affronter ces monstres. Dans l'anime ça se ressent pas, mais dans le manga on voyait Hayato mort. Beaucoup pensaient qu'il allait mourir, car on voyait qu'il commençait à être infecté dès le début de l'affrontement. Bref, parlons des clowns Pierrot. Cet épisode nous montre la défaite de ces clowns. Je vais faire simple, c'était du foutage de gueule. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Même si à la fin on ressentait un rush dans le manga, c'est surtout au niveau des combats qu'il y avait un rush. Cette partie-là avec les Pierrots était quand même bien développée. L'anime n'a même pas développé cette organisation. Pourquoi il y a des ghouls qui mettent un masque de clown et font les bouffons sur scène? Dans le manga ça a été très bien expliqué par Hitori durant le combat Renji et Uta. Dans l'anime il n'y a rien eu sur les Pierrots. Les combats Renji Yomo, Uta et Kotaro Hamon, Donato Porpora sont encore plus nuls que dans le manga. Le combat Renji Yomo contre Uta. Dans le manga, ce combat a démarré de manière très surprenante. Quand Renji voulait affronter Uta en l'affrontant, Uta lui a répondu avec un énorme sourire. Et ça c'était surprenant et inattendu, car on n'avait jamais vu Uta sourire de cette manière-là. Il gardera ce sourire durant tout le combat. Ça rejoint ce que décrit Hitori sur les Pierrots. Dans le manga, pendant que Renji Yomo et Uta s'affrontent, Hitori déclare, je cite, « Ce monde n'aime que les humains, pas nous les ghouls. On peut essayer tant qu'on veut, on ne peut pas se réchauffer. Il n'y a qu'un vide froid pour nous. C'est pourquoi si on ne blesse pas, si on n'est pas blessé, si on ne fait pas couler le sang, on ne peut pas goûter à la chaleur. Les clowns sont des ghouls qui en ont marre de désespérer. Pour ne pas devenir complètement fou, on fait les guignols sur scène. » Fin de citation. Or, Renji Yomo c'est la raison de vivre pour Uta. Uta veut le manger, et c'est pour ça que durant tout le combat, il a un énorme sourire. Il est excité. Au final, la détermination de Renji Yomo remporte sur Uta. Dans le manga, à travers Hitori, on avait compris les réels sentiments de Uta. Dans l'anime, je dirais, c'est à la fin du combat, quand Uta relâche tout ce qu'il a sur le cœur à Renji. En fait, ce qui m'avait déçu dans le manga, c'est que la rivalité Renji Yomo-Uta faisait vibrer le 4e arrondissement, qui était l'un des plus pires arrondissements. Leur combat était moyen et ça a été rushé en un seul chapitre. Dans l'anime, ça n'a duré que quelques minutes. Bref, déçu du combat pour une grande affiche comme ça. Mais je dois avouer que la fin, le final était bien. On ressent vraiment une grosse amitié entre Renji Yomo et Uta, même si leur amitié est un peu chelou. C'est un peu le grand méchant loup qui veut essayer de bouffer le chaperon rouge car il s'ennuie, la petite chaperon rouge se défend et au final ils sont les meilleurs amis du monde. Voilà à quoi se résume l'amitié entre Renji Yomo et Uta. Maintenant parlons du combat Kotaro Hamon contre Donato Porpora. Oh là là. Oui, j'ai dit oh là là. Parce que... Oh merde. Le respect est mort en même temps que Donato Porpora. Donato Porpora c'est une personne ultra puissante, trop cheatée, tout ce que vous voulez. Quand Donato est sorti de la prison, il y a eu un gros changement. Tout ce qui a fait ce personnage, c'est dingue. À l'époque, Kuki Urie, qui avait soif de pouvoir, il voulait être un haut gradé en développement Sokagune pour être assez puissant. Donato lui a fait transformer en Kakuja. Sans oublier qu'il a démembré Higemaru devant Urie. À l'époque, pour l'arrêter, il a fallu que deux inspecteurs spéciaux, Mikito Urie, le père de Kuki Urie, et Iwayo Kuruiwa, le père de Takeyomi Kuruiwa, s'y mettent à fond. Le prêtre Ghoul a laissé un enfant en vie, Kotaro Hamon. Ça sera cet enfant qui lui causera sa perte. Dans le manga, j'étais un peu déçu du combat entre Donato Porpora et Kotaro Hamon. Je m'attendais mieux pour Donato, mais au moins il y avait un combat. Dans l'anime, ils ont supprimé beaucoup d'éléments du combat, mais surtout Donato s'est fait one shot. Aucun respect, d'où ce personnage meurt en un seul coup. Arima est mort en un seul coup, mais lui c'est normal. Donato est une ghoul, et j'ai jamais vu une ghoul puissante mourir en un seul coup. Mais le pire, c'est la fin. À la fin, quand Donato a perdu, tout comme les autres clowns, Roma, Uta, Hitori, il dit ce qu'il a dans le cœur, pourquoi il est devenu un clown, ce qu'il pense du monde actuellement entre les humains et les ghouls. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire une chose que je n'ai jamais fait. Toutes mes reviews sur les scans de Tokyo Ghoul sont en privé. Vu que là j'en ai marre de tout expliquer par rapport au manga, je vais mettre un bout de la review du scan 172 où on lit et on voit la défaite de Donato Porpora. Ainsi vous allez comprendre la vision du monde et la richesse du manga. Et vous allez voir, c'est très profond. Attention. 3, 2, 1, action.
Bref, le début du scan 172 conclut le combat Donato vs Amon. Je vais faire vite parce que c'est la fin du scan qui m'intéresse. Nico a vu son roi perdre. Il en rigole mais au fond de lui-même il est triste. C'est avec sa tête décapitée que Donato dit toute la vérité à Amon. Et ça, c'est badass. Au début, il définit qui est réellement Donato Porpora, le roi de la couronne ou le roi des Pierrots. Donato est à la fois une personne qui tue des enfants dans l'orphelinat, une personne qui avance dans l'effusion de sang et l'extase, une personne dont la haine de ses propres faiblesses c'était son excuse, une personne qui a appris à entrer en résonance avec sa nature de ghoul, et enfin une personne qui prédisait le but de son existence avec son assiette et les détritus dessus. Donato Porpora était toutes ses parts. Puis, comme toutes les clowns, il parle des hommes. Grâce à Ittori, on sait que les clowns, ce sont des ghouls désespérés. Le monde accepte les humains, mais pas les ghouls. Les clowns sont spectateurs, ils n'aiment pas monter sur scène. Donato a une perception intéressante des humains. Pour lui, l'homme est malin. En tant que clown et spectateur, Donato veut voir, face à cette épreuve apocalyptique, comment les hommes et leur ville vont se reconstruire. L'homme est malin. Peu importe combien d'humains en ressortiront ghouls, peu importe le nombre de vies perdues, l'homme ressortira vainqueur de cette épreuve et pourra se reconstruire. Puis il fait une métaphore. C'est comme labourer un champ. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas voir la moisson. Et il en rigole. Franchement, en tant que roi des Pierrots, Donato a une vision très intéressante des hommes. Amon repense à tous les moments passés à l'orphelinat avec Donato. Les délicieux donuts de son père, le chien mort. Il avoue à Donato qu'il est nostalgique de ses jours, avec un air nostalgique. Toujours avec la même expression faciale, mais cette fois-ci en larmes, avec un angle de vue différent, Amon avoue enfin qu'il aime son père Donato Porpora. À ce moment-là et jusqu'à sa mort, Donato pleure de rire. On ne sait pas si ces larmes sont des larmes de joie, de tristesse, ou bien qu'il rigole tellement qu'il en pleure, même si je pense que ce sont des larmes de tristesse, mais dans tous les cas cette fin est très poignante. Donato a réussi à nous bluffer jusqu'à sa mort. Avec la mort de Donato, le combat avec la chouette prend une autre tournure. Puis on passe à la rencontre de la tragédie Kaneki et de la comédie Furuta. Dans l'anime, le combat Kaneki contre Furuta ne commence pas très fort, mais je reviendrai sur ça. Je dois quand même avouer que quand Amon dit qu'il aime son père Donato et que lui il pleure en rigolant, c'était très touchant dans l'anime avec la musique et surtout les seiyuu. En effet, avec la mort de Donato Porpora, le combat de la chouette prend une autre tournure, vu qu'elle ne se fait plus contrôler. Comme dit l'inspecteur spécial Kori Ui, deuxième round. Tout à la fin, Kaneki Ken rencontre son plus grand adversaire, Sota Furuta Washu, devenu Kishimura Washu. Le roi Born et le roi Washu vont enfin s'affronter, même si dans l'anime ils ont supprimé le début du combat. Mais il se fait tout de suite arrêter par Kaneki, qui enlève son masque avec son kagune pour montrer son vrai visage, son sourire narquois. C'est avec ce sourire qu'il commence sa comédie. D'ailleurs, on voit un peu sa cicatrice qui lui a fait le dragon. Il commence ce combat en nous faisant à la Eto. Il change de stratégie. Quand il a combattu la faucheuse noire, c'est Furuta qui a commencé à attaquer. Cette fois-ci, Furuta décide de faire comme avec Eto, c'est-à-dire fuir le combat pour revenir plus fort. On voit la détermination de Kaneki pour battre Furuta. Cependant, la plaisanterie de Furuta est largement au-dessus. C'est avec un long monologue de Furuta que Furuta court. Il court sans arrêt jusqu'à arriver à un cul-de-sac. Là, t'as envie de dire à Kaneki ne fonce pas tête baissée. Arrête d'attaquer, ça fait partie du plan de Furuta. Et ce qui devait arriver arriva. Et bim, Kaneki se prend une grosse attaque. Un gros kagune jaillit à travers le mur. On ne sait pas à qui appartient ce kagune. Peut-être au dragon Lise, peut-être à Furuta qui pourrait détacher son kagune de son corps. Bref, dans tous les cas, Kaneki se fait encore avoir. Furuta lui dit qu'il est toujours un idiot. Il essaye encore de jouer les héros, mais les gens comme lui ne pourront jamais le battre. Ils ont direct commencé la partie avec l'épée, mais je vais en parler à la review de l'épisode 24 de Tokyo Ghoul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.